Avez-vous déjà ignoré quelqu'un dans la rue sans même réaliser que cette personne portait un univers entier que vous refusiez de voir? Cette histoire commence par un homme qui courait sans savoir pourquoi, jusqu'au jour où il trébuche dans une gare et où une vieille femme invisible aux yeux de tous lui pose une question qui va tout changer. Si vous avez déjà senti que vous étiez devenu invisible dans votre propre vie, laissez un commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer et préparez-vous car ce qui va suivre va transformer votre regard sur chaque personne que vous croiserez désormais. Maintenant, commençons. Le matin du 17 novembre, Paris s'éveillait sous un ciel de cendres. Une pluie fine tombait sur les pavés de la gare du Nord. Ce genre de bruine froide qui s'insinue sous l'école et transforme la ville en aquarelle grise. Les voyageurs pressés traversaient le hall dans un balai mécanique, yeux rivés sur leur téléphone, écouteurs vissés aux oreilles, chacun enfermé dans sa bulle de verre invisible. Parmi eux, Mathieu Bernardin marchait d'un pas nerveux, sa mallette en cuir cognant contre sa jambe. 42 ans, costume anthracite impeccable, cravate bleu nuit, cheveux grisonnants aux tempes. Chef de projet dans une banque d'investissement, il avait appris depuis longtemps à naviguer dans la foule sans vraiment la voir. Les gens n'étaient que des silhouettes à contourner, des obstacles entre lui et son TGV de 7h42 pour Lyon. Il consultait frénétiquement son téléphone. 3 réunions ce jour-là, un dossier crucial à boucler. Sa fille, Emma, qui ne lui parlait presque plus depuis le divorce. Des messages non lus de son ex-femme, la vie de Mathieu ressemblait à une course contre la montre dont il ne connaissait plus le sens, mais qu'il continuait de courir par habitude, par peur du vide qui l'attendrait s'il s'arrêtait. C'est alors qu'il la vit. Une vieille femme assise sur un banc en bois près du quai 3, enveloppée dans un manteau élimé couleur moutarde. Ses cheveux blancs s'échappaient d'un foulard fleuri, délavé. Elle tenait entre ses mains gercées une tasse en carton fumante, probablement un café acheté à la machine. Mais ce n'était pas cela qui avait capté l'attention de Mathieu, c'était son regard. Elle observait les voyageurs avec une intensité troublante, comme si chacun d'eux racontait une histoire qu'elle seule pouvait déchiffrer. Ses yeux, d'un bleu délavé par les années, suivaient les mouvements de la foule avec une sorte de tendresse mélancolique. On aurait dit qu'elle cherchait quelqu'un, ou peut-être qu'elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Mathieu sentit un malaise étrange l'envahir. Pourquoi la regardait-il? Il n'avait pas le temps pour ça. Il détourna les yeux et accéléra le pas vers son quai, mais il trébucha. Sa mallette s'ouvrit en heurtant le sol, projetant documents, stylos et son ordinateur portable sur les dalles mouillées. Un juron lui échappa. Autour de lui, les voyageurs le contournaient sans s'arrêter, comme de l'eau autour d'un rocher. Personne ne ralentissait, personne ne proposait d'aide. Il était seul au milieu de cette marée humaine indifférente. Merde, merde, merde. Il se mit à genoux, ramassant frénétiquement ses affaires, sentant la panique monter. Il allait rater son train. Tout le planning de la journée allait s'effondrer. Il imaginait déjà les appels furieux de son supérieur, les réunions manquées, la déception sur le visage de ses collègues. C'est alors qu'une main ridée apparut devant lui, tenant son téléphone qui avait glissé plus loin. La vieille femme au manteau moutarde se tenait là, penchée avec difficulté, un sourire doux sur son visage, creusé par le temps. « Vous avez laissé tomber ceci, monsieur. » Sa voix était cassée mais chaleureuse, avec un léger accent qu'il ne parvenait pas à identifier. Mathieu prit le téléphone, murmurant un merci machinal, et continua de rassembler ses documents. Elle s'agenouilla à son tour, ignorant la pluie qui mouillait le bas de son manteau, et l'aida à ramasser les papiers éparpillés. « Ce n'est pas nécessaire, commença-t-il, gêné. « Bien sûr que si, répondit-elle doucement. On a tous besoin d'un peu d'aide parfois, même ceux qui croient pouvoir tout porter seuls. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui le déstabilisait. Pas de pitié, pas de jugement. Juste une évidence tranquille, comme si elle énonçait une loi naturelle que lui avait oubliée. Une fois tout ramassé, Mathieu se releva, refermant sa mallette avec nervosité. Il regarda l'heure, 2 minutes pour attraper son train.
Il devait partir. Maintenant. Merci, vraiment. Je suis désolé. Je dois y aller. La femme hocha la tête, mais quelque chose dans ses yeux le retint une seconde de plus. Vous courez beaucoup, n'est-ce pas? La question le frappa comme une gifle douce. Pardon? Vous courez. Depuis longtemps. Mais savez-vous vers quoi vous courez? Ou ce que vous fuyez? Un frisson parcourut l'échine de Mathieu. Comment cette inconnue pouvait-elle voir en lui ce que lui-même refusait de regarder? Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Les haut-parleurs de la gare annoncèrent le départ imminent de son train. Je dois vraiment y aller. Il s'éloigna presque en courant, mais il sentait encore le regard de la vieille femme dans son dos comme une brûlure douce. Dans le TGV, installé à sa place, Mathieu ne parvenait pas à se concentrer. Il fixait le paysage qui défilait derrière la vitre, mais c'était le visage de cette femme qu'il voyait. Ses paroles résonnaient dans sa tête comme un écho obsédant. « Ce que vous fuyez !» Il ferma les yeux, essayant de chasser cette sensation, mais elle persistait. Pour la première fois depuis des années, Mathieu Bernardin sentit quelque chose se fissurer dans l'armure qu'il avait construite autour de lui. Une petite fêlure, presque invisible, mais bien réelle. Et au fond de lui, sans qu'il puisse l'expliquer, il savait que cette rencontre n'était pas un hasard. Que cette vieille femme invisible pour tous les autres venait de voir en lui ce que personne ne voyait plus, pas même lui. Le voyage jusqu'à Lyon s'était déroulé dans un brouillard mental. Mathieu avait ouvert son ordinateur plusieurs fois, relu les mêmes paragraphes sans les comprendre, répondu à des emails d'une manière automatique. Mais l'image de la vieille femme ne le quittait pas. Son sourire patient, ses mains gercées qui ramassaient ses papiers sans hésiter. Et surtout, cette question qui tournait en boucle comme un disque rayé. « Savez-vous ce que vous fuyez ?» Il avait essayé de se convaincre que ce n'était rien, une rencontre sans importance, les paroles d'une vieille dame solitaire qui cherchait peut-être simplement à engager la conversation. Mais quelque chose en lui savait que c'était un mensonge. Les réunions à Lyon avaient été un désastre. Mathieu s'était surpris à dériver au milieu des présentations PowerPoint, à hocher la tête sans vraiment écouter. Son supérieur, M. Delacroix, avait remarqué son absence mentale et lui avait lancé un regard noir qui en disait long. À la fin de la journée, alors que ses collègues partaient dîner ensemble, personne ne l'avait invité. Il était resté seul dans sa chambre d'hôtel, fixant le plafond blanc, se demandant quand exactement sa vie était devenue cette succession de gestes vides. Le lendemain, en rentrant à Paris, il décida de faire un détour. Au lieu de prendre directement le métro depuis la gare de Lyon, il retourna à la gare du Nord. Il ne savait pas vraiment pourquoi. Peut-être espérait-il revoir la vieille femme, lui poser des questions, comprendre ce qui l'avait tant troublé. Ou peut-être cherchait-il simplement à prouver que cette rencontre n'avait été qu'un hasard sans conséquence. Le hall de la gare était aussi bondé que la veille, les mêmes visages pressés, les mêmes regards absents. Mathieu marcha lentement vers le quai 3, scrutant les bancs. Elle n'était pas là, évidemment. Qu'avait-il imaginé? Qu'elle passerait ses journées assise à attendre qu'il revienne? Il s'apprêtait à partir quand il remarqua quelque chose d'étrange. Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un uniforme orange de la SNCF, balayait méthodiquement le sol près des quais. Ses gestes étaient lents, précis, presque méditatifs. Personne ne le regardait. Les voyageurs passaient à côté de lui, comme s'il était invisible, évitant son balai d'un pas automatique sans même lever les yeux. Mathieu s'arrêta. Pour la première fois depuis des années, il observa vraiment cet homme. Son visage buriné portait les traces d'une vie difficile. Des rides profondes encadraient sa bouche. Ses mains étaient épaisses, abîmées par le travail. Mais ce qui frappa Mathieu, c'était son expression. Ni amertume, ni résignation. Juste une sorte de dignité tranquille, comme s'il accomplissait une mission sacrée que lui seul comprenait. L'homme leva les yeux et croisa le regard de Mathieu. Pendant une seconde, ils se regardèrent.
L'agent d'entretien esquissa un sourire léger, un hochement de tête imperceptible. Mathieu se sentit soudain gêné, comme pris en flagrant délit de curiosité déplacée. Il détourna les yeux et s'éloigna rapidement. Mais quelque chose venait de se passer, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Sur le chemin du métro, Mathieu remarqua une jeune femme assise sur un carton, adossée contre le mur d'un couloir. Elle devait avoir 25 ans, peut-être moins. Un chien maigre dormait à ses pieds. Devant elle, une pancarte en carton portait une inscription maladroite. « J'ai faim, j'ai froid. Merci pour votre humanité. » Des centaines de personnes passaient. Certaines accéléraient le pas en approchant, d'autres fixaient ostensiblement leur téléphone. Quelques-uns jetaient une pièce sans la regarder. Mais personne, vraiment personne, ne la voyait. Elle était là, vivante, respirant le même air, mais invisible. Mathieu s'arrêta. Il fouilla dans sa poche, sortit un billet de 20 € et s'approcha. La jeune femme leva les yeux, surprise. Elle avait un regard d'une tristesse infinie, mais aussi d'une lucidité terrifiante. « Merci, monsieur », murmura-t-elle en prenant le billet. « Comment vous appelez-vous » demanda Mathieu, surpris par sa propre question. Elle cligna des yeux, déstabilisée. « Clara. Clara. » Il répéta le prénom comme pour se convaincre qu'elle était réelle. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?»« 2 ans, depuis que mon copain m'a mise à la porte. Je n'avais nulle part où aller. » Sa voix était douce, éduquée. Mathieu imagina une autre vie avant, une famille, des rêves, une Clara qui riait, qui faisait des projets. Comment était-elle devenue cette ombre que plus personne ne voyait? « Les gens ne vous regardent pas, n'est-ce pas ?» Elle sourit tristement. « On devient transparent à force d'être ignoré. Au début, ça fait mal. Puis, on s'y habitue. On devient ce qu'il pense qu'on est. Rien. » Ces mots frappèrent Mathieu comme un coup de poing dans le ventre. Il resta là, debout, incapable de parler. Le flot des voyageurs continuait de les contourner, indifférents. « Vous êtes différents, » dit Clara doucement. « Vous m'avez regardé. Vraiment regardé. Ça fait longtemps que personne ne l'avait fait. » Mathieu sentit une boule se former dans sa gorge. Il voulut dire quelque chose, mais les mots se dérobaient. Finalement, il murmura « Je suis désolé. » « De quoi ?»« De ne pas avoir vu avant. Pas vous, mais tous les autres. Tous ceux que j'ai croisés sans les voir. » Clara hocha la tête lentement, comme si elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. « Peut-être que vous n'étiez pas prêt. Parfois, il faut d'abord devenir invisible soi-même pour comprendre. » Ces mots résonnèrent étrangement en lui. Devenir invisible. N'était-ce pas exactement ce qui lui arrivait? À force de courir, de s'effacer derrière ses obligations, ses rôles, ses masques, n'était-il pas devenu invisible, même à ses propres yeux? Il pensa à Emma, sa fille. Quand avait-il vraiment parlé avec elle pour la dernière fois? Vraiment écouté ce qu'elle avait à dire, sans regarder son téléphone, sans penser à autre chose, et son ex-femme, Isabelle. Pendant combien d'années avait-il vécu à ses côtés sans la voir, sans remarquer sa solitude grandissante, son regard qui s'éteignait peu à peu? « Il faut que j'y aille, » dit-il finalement, la gorge serrée. « Merci encore. Et, monsieur, continuez à regarder. Le monde a besoin de gens qui voient. » En remontant vers la surface, Mathieu sentit quelque chose se briser en lui, pas violemment, plutôt comme une coquille qui se fissure de l'intérieur, laissant enfin passer un peu de lumière. Ce soir-là, dans son appartement vide du 16e arrondissement, Mathieu s'assit dans le noir. Il ne mit pas la télévision, n'ouvrit pas son ordinateur. Il resta là, simplement, écoutant le silence. Et pour la première fois depuis très longtemps, il se posa la question que la vieille femme avait plantée en lui comme une graine. Qui suis-je devenu? Et surtout, combien de personnes ai-je rendues invisibles en devenant invisible moi-même? Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrangeté nouvelle. Mathieu continuait sa vie habituelle, les réunions, les rapports, les trains, mais quelque chose en lui avait changé. Il voyait maintenant ce qu'il avait passé des années à ne pas voir.
La femme de ménage dans les bureaux qui arrivait à l'aube et repartait avant que quiconque ne la salue. Le livreur qui apportait les repas, à qui personne ne disait merci. Le gardien de nuit de son immeuble, dont il ne connaissait même pas le prénom après 5 ans de résidence. Tous ces visages qu'il avait traversés comme des fantômes et qui étaient en réalité des univers entiers qu'il avait refusé d'apercevoir. Un matin, il croisa Madame Chen, la gardienne de son immeuble, dans le hall. D'habitude, il passait devant elle avec un hochement de tête distrait. Cette fois, il s'arrêta. « Bonjour, Madame Chen. Comment allez-vous » Elle leva les yeux de son balai, surprise, comme si elle n'était pas certaine qu'on s'adressait à elle. « Bien, Monsieur Bernardin. Merci. Je réalise que je ne vous ai jamais vraiment parlé. Cela fait combien de temps que vous travaillez ici ?» Un sourire timide éclaira son visage fatigué. « 7 ans, monsieur, depuis que j'ai quitté la Chine. Vous avez de la famille là-bas ?» Les yeux de Madame Chen s'embuèrent légèrement. « Un fils. Il a 12 ans maintenant. Je ne l'ai pas vu depuis 4 ans. J'envoie l'argent chaque mois pour qu'il aille à l'école. Un jour, je pourrai le faire venir. » Un jour. Mathieu sentit son cœur se serrer. Pendant 7 ans, cette femme avait nettoyé les couloirs de son immeuble, transportant son chagrin en silence, et lui n'avait jamais pris le temps de lui demander son histoire. Combien d'autres histoires semblables l'entouraient sans qu'il les voie? « Je suis sûr que votre fils est très fier de vous, » dit-il doucement. Les larmes montèrent aux yeux de Madame Chen. Elle hocha la tête sans pouvoir parler, puis reprit son balai avec une émotion contenue. Cette conversation hanta Mathieu toute la journée. Le soir, en rentrant chez lui, il trouva un message d'Emma sur son répondeur. Sa fille, 17 ans, une vie entière qu'il avait ratée en étant absent, même quand il était présent. « Papa, c'est moi. Bon, je sais que tu es occupé, tu es toujours occupé, mais il y a un spectacle au lycée jeudi soir. Je joue dans une pièce. Je ne t'en ai pas parlé parce que je savais que tu dirais oui par politesse et puis que tu trouverais une excuse au dernier moment. Mais voilà, je t'en parle quand même. Si jamais tu as envie de venir, pour de vrai. » Le message se termina dans un silence lourd. Mathieu le réécouta 3 fois, entendant ce que sa fille ne disait pas. « S'il te plaît, vois-moi. Juste une fois, vois-moi vraiment. » Il regarda son agenda. Jeudi soir, il avait un dîner important avec des clients, une affaire qu'il préparait depuis des semaines. Annuler serait mal vu, très mal vu, peut-être même risqué pour sa carrière. Mais quand avait-il vu sa fille pour la dernière fois? Vraiment vu? Il ferma les yeux et se souvint d'Emma enfant, courant vers lui en riant, lui demandant de la pousser sur la balançoire. Il se souvint de ses petites mains agrippées à son cou, de son odeur de shampoing à la fraise. Quand avait-elle cessé de courir vers lui? Quand était-il devenu cet homme qui ne voyait plus sa propre fille? Le jeudi soir arriva. Mathieu envoya un message à ses clients pour annuler le dîner, inventant une urgence familiale. Ce qui n'était pas vraiment un mensonge. C'était une urgence. Peut-être la dernière chance. Il arriva au lycée avec 15 minutes d'avance. L'auditorium était déjà rempli de parents, d'adolescents, de professeurs. Il trouva une place au fond et attendit, le cœur battant comme s'il s'apprêtait à passer un examen décisif. Quand Emma apparut sur scène, Mathieu eut le souffle coupé. Ce n'était plus la petite fille de ses souvenirs. C'était une jeune femme, belle, lumineuse, avec une présence qui captivait immédiatement l'attention. Elle jouait le rôle d'Antigone, cette héroïne tragique qui refuse de se taire, qui refuse d'être invisible face à l'injustice. Et Mathieu comprit soudain la terrible ironie. Sa fille jouait une femme qui exige d'être vue, entendue, reconnue. Et lui, son propre père, l'avait rendue invisible. À la fin de la pièce, il la chercha dans la foule. Emma était entourée de ses amies, rayonnante, encore émue par la représentation. Quand elle l'aperçut, son sourire se figea. L'incrédulité traversa son visage, suivie d'une joie prudente. « Papa, tu es vraiment venu ?»« Oui. »
Et tu étais magnifique. Elle le regarda comme si elle cherchait le piège, l'excuse qui viendrait tout gâcher. Mais ton dîner, je l'ai annulé, tu es plus importante. Les lèvres d'Emma tremblèrent. Elle se jeta dans ses bras, et Mathieu sentit tout le poids de ces années d'absence s'abattre sur lui. Il la serra fort, respirant l'odeur de ses cheveux, réalisant combien elle lui avait manqué sans qu'il s'en rende compte. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir vu, de ne pas avoir été là. Tu es là maintenant, » dit-elle en s'écartant, les yeux brillants de larmes. C'est ce qui compte. Mais était-ce suffisant? Mathieu n'en était pas sûr. Sur le chemin du retour, marchant seul dans les rues de Paris, il sentit quelque chose se briser définitivement en lui. Pas sa vie professionnelle, pas son statut social, mais l'illusion qu'il avait entretenue pendant des années, celle d'être quelqu'un d'important, de nécessaire, d'indispensable. Il réalisa soudain une vérité terrible. Pendant qu'il courait après le succès, la reconnaissance, l'argent, il était devenu exactement ce qu'il méprisait le plus. Quelqu'un qui ne voyait pas, quelqu'un qui rendait les autres invisibles, quelqu'un qui était lui-même devenu invisible, même à ses propres yeux. Il s'arrêta devant une vitrine éclairée et regarda son reflet. L'homme qu'il voyait était bien habillé, coiffé, présentable. Mais ses yeux étaient vides. Quand était-il devenu cette coquille? C'est alors qu'il la revit. La vieille femme au manteau moutarde, assise sur un banc à quelques mètres de lui, dans la rue déserte. Elle tenait toujours sa tasse de café fumante, et elle le regardait avec ce même sourire énigmatique. Mathieu s'approcha lentement, le cœur battant. « Vous m'attendiez » ? « Non, répondit-elle doucement, mais je savais que vous reviendriez. Tôt ou tard, ceux qui commencent à voir ne peuvent plus s'arrêter. Qui êtes-vous ? Elle sourit. Quelqu'un que personne ne voit, comme tous les autres. Mais peut-être que la vraie question est « Qui êtes-vous, Mathieu Bernardin ?» Il s'assit à côté d'elle, épuisé. « Je ne sais plus. »« Bien. C'est un début. » Ils restèrent là, en silence, regardant la ville s'endormir autour d'eux. Et pour la première fois depuis des années, Mathieu ne chercha pas à remplir ce silence. Il l'accueillit, comme une vérité enfin acceptée. La vieille femme sortit de la poche de son manteau élimé un petit carnet usé, aux pages jaunies par le temps. Elle le feuilleta lentement, comme si elle cherchait quelque chose de précis, puis s'arrêta sur une page et leva les yeux vers Mathieu. « Vous voulez savoir qui je suis ? Je vais vous raconter une histoire. » Sa voix avait pris une tonalité différente, plus grave, chargée d'une mémoire ancienne. Il y a 40 ans, j'étais professeur de littérature au lycée Henri IV. J'avais un mari que j'aimais, 2 enfants magnifiques, un appartement avec vue sur le Luxembourg. Je croyais avoir tout compris de la vie. Je parlais de Camus, de Sartre, d'humanisme et d'existentialisme. Mais je ne voyais rien. Absolument rien. Elle marqua une pause, ses doigts caressant les pages du carnet. Un soir d'hiver, j'ai croisé une sans-abri devant le lycée. Elle me suppliait. J'avais des courses plein les bras, j'étais pressé, fatigué, je l'ai ignorée. Le lendemain, on l'a retrouvée morte de froid, à l'endroit exact où je l'avais croisée. Mathieu sentit un frisson le parcourir. Cette nuit-là, j'ai compris que tous mes beaux discours sur l'humanité ne valaient rien. J'enseignais la compassion sans la pratiquer. Je parlais de dignité humaine tout en rendant les gens invisibles. J'étais une hypocrite, Mathieu. Une hypocrite cultivée, certes, mais une hypocrite quand même. Mais ce n'était pas votre faute. Elle leva la main doucement. Si, c'était ma faute. Comme c'est la faute de chacun d'entre nous quand nous choisissons de ne pas voir. Nous avons tous ce pouvoir terrible, celui de décider qui existe et qui n'existe pas dans notre monde. Elle referma le carnet et le rangea. Alors j'ai tout quitté. Mon poste, mon confort, ma vie d'avant. J'ai décidé de devenir ce que j'avais ignoré, de comprendre de l'intérieur ce que signifie être invisible. Cela fait 38 ans maintenant. Mathieu la regardait, incrédule. 38 ans? Mais pourquoi? Parce que c'est ici, dans l'invisibilité,
qu'on voit le mieux l'humanité. Quand on ne compte plus, quand on ne représente plus rien pour personne, on découvre qui sont vraiment les gens. Et parfois, très rarement, on rencontre quelqu'un qui est prêt à ouvrir les yeux. Comme moi, elle sourit. Vous n'êtes pas le premier. Il y en a eu d'autres. Des gens qui couraient, comme vous, sans savoir pourquoi. Des gens qui avaient oublié de voir. Je ne fais rien d'extraordinaire, Mathieu. Je ramasse juste vos papiers quand vous tombez. C'est à vous de décider ce que vous faites ensuite. Un long silence s'installa entre eux. Mathieu regardait les lumières de la ville, pensant à toutes ces vies qui l'entouraient, invisibles à ses yeux pendant si longtemps. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il finalement. « Marguerite. Marguerite Dumas. »« Que dois-je faire, Marguerite ?» Elle posa sa main ridée sur la sienne. « Ce que vous avez déjà commencé. Voir. Vraiment voir. Pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur, et comprendre que chaque personne que vous croisez porte un univers entier que vous ne connaîtrez jamais complètement. Mais le simple fait de reconnaître son existence, de lui offrir un regard, un sourire, une question sincère, c'est déjà tout. Mathieu sentit les larmes monter. J'ai tellement gâché. Non, vous avez vécu comme on vous a appris à vivre, comme la société vous a dit de vivre. Vite, efficacement, sans vous arrêter. Mais maintenant, vous pouvez choisir différemment. Ce n'est jamais trop tard pour commencer à voir. Elle se leva lentement, s'appuyant sur le dossier du banc. Je dois y aller. Mais je sais que nous nous reverrons, Mathieu. Les gens qui commencent à voir finissent toujours par se retrouver. Attendez! Il se leva aussi. Où allez-vous? Vous avez un endroit où dormir? Je peux... Elle rit doucement, un rire qui avait la légèreté d'une jeune fille. Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai mes endroits, mes amis. Nous sommes une communauté, nous les invisibles. Nous prenons soin les uns des autres. Prenez plutôt soin de ceux qui vous entourent, de votre fille, de Madame Chen, de Clara, de tous ceux que vous croiserez désormais. Elle s'éloigna dans la nuit, son manteau moutarde disparaissant peu à peu dans l'obscurité. Mathieu resta là, debout, sentant quelque chose de fondamental se transformer en lui. Les jours suivants furent différents. Mathieu commença à faire des choses qu'il n'avait jamais faites. Il arrivait plutôt au bureau pour discuter avec Fatima, la femme de ménage. Il apprit qu'elle avait 3 enfants, qu'elle rêvait d'ouvrir un jour un petit restaurant, qu'elle adorait la poésie de Rimbaud. Il découvrit que Marcel, le gardien de nuit, était un ancien professeur de mathématiques qui avait tout perdu lors d'une dépression et qui reconstruisait sa vie pièce par pièce. Il commença à déjeuner avec ses collègues au lieu de manger seul devant son ordinateur. Il découvrit leurs histoires, leurs peurs, leurs rêves. Sophie, sa collègue qu'il avait toujours trouvée froide et distante, lui raconta qu'elle élevait seule sa fille autiste et qu'elle cachait son épuisement derrière un masque professionnel. Julien, le jeune stagiaire que personne ne remarquait, lui confia qu'il écrivait des nouvelles la nuit et qu'il espérait un jour être publié. Chaque personne était un monde. Chaque invisibilité était une tragédie silencieuse. Un samedi matin, Mathieu retourna à la gare du Nord. Il chercha Clara, la jeune femme du métro. Elle était là, au même endroit, avec son chien. Mais cette fois, il ne se contenta pas de lui donner de l'argent. Il s'assit à côté d'elle et lui parla. Vraiment parla. Il apprit qu'elle avait étudié l'histoire de l'art, qu'elle adorait Monet, qu'elle rêvait de voir un jour les nymphéas à Giverny. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle, les yeux humides. « Parce que quelqu'un m'a appris à voir, et maintenant je ne peux plus m'arrêter. » Il revint la voir chaque semaine. Il lui apportait des livres, des vêtements chauds. Il l'aida à trouver un foyer d'accueil, puis un travail dans une librairie dont le propriétaire, un vieil homme compréhensif, accepta de lui donner sa chance. Le jour où Clara reçut son premier salaire, elle pleura dans ses bras. « Vous m'avez redonné mon nom, » murmura-t-elle. « J'étais juste la SDF du couloir. Maintenant, je suis Clara, je suis quelqu'un. » Mathieu comprit alors la leçon la plus importante. Voir quelqu'un, ce n'est pas seulement le regarder,
C'est lui rendre son humanité, c'est transformer l'invisible en visible, c'est dire « tu existes et ton existence a de la valeur ». Un soir, en rentrant chez lui, il reçut un appel d'Emma. « Papa, je voulais juste te dire merci pour être venu au spectacle et pour tous les dimanches depuis. Je sais que tu as changé quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je retrouve mon père, le vrai. » Mathieu sentit son cœur se gonfler. « C'est moi qui te remercie, ma chérie, de m'avoir attendu, de ne pas avoir renoncé à moi. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Mathieu dormit profondément, sans cauchemar, sans angoisse. Il savait qu'il avait encore beaucoup de chemin à faire, mais il savait aussi qu'il était enfin sur le bon chemin, celui qui mène vers les autres, celui qui transforme l'invisibilité en lumière. 6 mois avaient passé depuis cette nuit de novembre où Mathieu avait trébuché dans la gare du Nord. 6 mois qui avaient tout changé, et pourtant rien n'avait vraiment changé dans le monde autour de lui. Les gens couraient toujours, les invisibles restaient invisibles, mais Mathieu, lui, n'était plus le même homme. Il avait démissionné de son poste à la banque d'investissement. Cette décision avait provoqué un séisme dans son entourage. Ses collègues l'avaient pris pour un fou. Son ex-femme Isabelle, bien que surprise, avait simplement dit « C'est la première chose courageuse que tu fais depuis des années. » Mais Emma, sa fille, avait pleuré de joie. « Tu reviens, papa. Tu reviens enfin. » Avec ses économies et l'aide d'un petit héritage de sa mère qu'il avait longtemps laissé dormir, Mathieu avait ouvert quelque chose d'inattendu, un café social dans le 18e arrondissement. Pas un café ordinaire, un lieu où les invisibles pouvaient devenir visibles. Il l'avait appelé « Le Regard ». C'était un espace modeste, avec des tables dépareillées récupérées chez Emmaüs, des murs peints en jaune pâle et une grande fenêtre qui laissait entrer la lumière du matin. Mais ce qui le rendait spécial, c'était sa règle fondamentale. Ici, tout le monde payait ce qu'il pouvait, 1 euro, 10 euros ou rien du tout. Et surtout, tout le monde était accueilli avec le même sourire, le même regard, la même dignité. Clara travaillait désormais au comptoir. Elle avait quitté son emploi à la librairie pour rejoindre Mathieu dans cette aventure. Elle servait le café avec une grâce retrouvée, souriant aux clients, écoutant leurs histoires. Fatima, l'ancienne femme de ménage, venait cuisiner 3 fois par semaine, préparant des plats de son Maroc natal qui embaumaient tout le quartier. Marcel, le gardien de nuit, donnait des cours de mathématiques gratuits aux jeunes du quartier 2 soirs par semaine dans l'arrière-salle. Et puis il y avait tous les autres. Ceux qui entraient timidement au début, ne sachant pas s'ils avaient vraiment le droit d'être là. Les sans-abri qui découvraient qu'on pouvait s'asseoir à une table sans être chassés. Les personnes âgées seules qui venaient juste pour parler à quelqu'un. Les étudiants fauchés qui pouvaient étudier des heures devant un café sans qu'on leur demande de partir. Les migrants qui trouvaient enfin un endroit où on les appelait par leur prénom. Chaque personne qui franchissait le seuil du regard recevait la même question de Mathieu ou de Clara. « Comment vous appelez-vous ? Pas que voulez-vous ? Pas vous allez prendre quoi ? Mais comment vous appelez-vous ? Parce que le premier pas pour rendre quelqu'un visible, c'était de lui redonner son nom. Un matin de printemps, alors que Mathieu essuyait les tables, la porte s'ouvrit. Une silhouette familière entra, enveloppée dans un manteau moutarde, malgré la douceur de l'air. Marguerite, la vieille femme sourit, ses yeux bleus pétillants de malice. « Bonjour Mathieu, je vois que vous avez trouvé votre chemin. » Il s'approcha, ému, et la serra doucement dans ses bras. « Tout ça, c'est grâce à vous. »« Non !» dit-elle en s'écartant pour le regarder. « Tout ça, c'est grâce à vous. Je n'ai fait que vous aider à voir ce qui était déjà là. Le reste, vous l'avez fait seul. » Elle s'installa à une table près de la fenêtre. Clara apporta 2 cafés et s'assit avec eux. Marguerite regarda autour d'elle, observant les clients, l'atmosphère chaleureuse, les conversations qui s'entremêlaient. « Vous savez ce que vous avez créé ici ?» demanda-t-elle. « Un café ? Non. Un sanctuaire. Un endroit où les gens redeviennent humains, où ils ne sont plus des rôles, des statuts,
des étiquettes, juste des êtres humains qui se voient les uns les autres. Un jeune homme d'une vingtaine d'années entra, l'air perdu. Ses vêtements étaient sales, son regard fuyant. Mathieu se leva immédiatement. « Bonjour. Comment vous appelez-vous » Le jeune homme hésita, surpris. « Karim. »« Enchanté, Karim. Je m'appelle Mathieu. Bienvenue au regard. Vous voulez un café, quelque chose à manger ?» Les yeux de Karim se remplirent de larmes. « Je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas grave. Ici, on paye ce qu'on peut. Et si on ne peut pas, on paye avec un sourire. Le vôtre fera très bien l'affaire. » Karim s'assit, incrédule, et Clara lui apporta un café fumant et un croissant. Il le mangea lentement, comme s'il n'osait pas croire que c'était réel. Puis il leva les yeux vers Mathieu. « Pourquoi vous faites ça ?»« Parce que quelqu'un m'a appris qu'on existe vraiment seulement quand quelqu'un nous voit. Et je veux que tout le monde qui entre ici sache qu'il existe. » Marguerite observait la scène avec un sourire attendri. Quand Mathieu revint s'asseoir, elle posa sa main sur la sienne. « Vous comprenez maintenant ? Ce n'était pas une punition de devenir invisible pendant toutes ces années. C'était une préparation. Vous deviez d'abord perdre votre propre visibilité pour comprendre ce que ça signifie. Maintenant, vous pouvez redonner aux autres ce que vous avez perdu. Et vous, Marguerite, allez-vous continuer à être invisible ?» Elle sourit mystérieusement. « Peut-être, peut-être pas. L'important n'est pas que je sois vu, mais que je continue de voir, et que j'aide d'autres personnes à ouvrir les yeux, comme je l'ai fait avec vous. » Elle se leva lentement. « Il faut que j'y aille, mais je reviendrai. Les invisibles se retrouvent toujours. » Attendez. Mathieu fouilla dans sa poche et en sortit une clé. « Tenez, c'est la clé du café. Vous pouvez venir quand vous voulez. Dormir dans l'arrière-salle si vous en avez besoin. Cet endroit est aussi le vôtre. » Marguerite regarda la clé, puis Mathieu, et une larme roula sur sa joue ridée. « Vous savez ce que vous venez de faire? Vous venez de me donner un foyer, après 38 ans d'errance. Vous m'avez donné bien plus. Vous m'avez donné une raison de vivre. » Ils s'étreignirent longuement, deux âmes qui s'étaient trouvées dans l'invisibilité et qui maintenant rayonnaient de lumière. Les mois passèrent. Le regard devint un pilier du quartier. Les médias locaux en parlèrent. D'autres personnes, inspirées par l'initiative, ouvrirent des lieux similaires dans d'autres arrondissements. Un mouvement silencieux commençait à naître, celui des gens qui choisissaient de voir. Emma venait souvent aider le week-end. Elle avait trouvé sa vocation. Elle voulait devenir travailleuse sociale. « Tu m'as montré que changer le monde, ce n'est pas faire de grandes choses. C'est voir les gens que personne ne voit, » lui avait-elle dit un soir. Un an jour pour jour après l'ouverture, Mathieu organisa une petite fête. Tous ceux dont la vie avait été touchée par le regard étaient là. Clara, rayonnante, présentait fièrement son petit ami, un bénévole qu'elle avait rencontré au café. Madame Chen avait enfin pu faire venir son fils de Chine et ils étaient venus ensemble. Karim, le jeune homme perdu, travaillait désormais comme serveur dans le café et économisait pour reprendre des études. Et Marguerite était là, assise à sa table habituelle près de la fenêtre, observant tout ce monde avec son sourire énigmatique. Mathieu leva son verre. « Je veux porter un toast, pas à moi, pas à ce café, mais à tous les invisibles du monde, à ceux que nous croisons sans les voir, à ceux dont nous ignorons le nom, à ceux qui portent leur humanité en silence, en attendant qu'un regard leur redonne leur place. Et je veux dire merci, merci à chacun d'entre vous de m'avoir appris que la plus grande richesse de ce monde, ce n'est pas l'argent, ni le pouvoir, ni la réussite. C'est la capacité de voir l'autre, vraiment, profondément, avec amour. » Les applaudissements éclatèrent, mêlés de larmes et de rires. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Mathieu resta seul dans le café silencieux. Il regarda par la fenêtre la rue déserte, les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit, et il pensa à tous ces gens qui couraient encore, comme lui autrefois, sans savoir pourquoi, sans voir autour d'eux. Il pensa à cette vieille femme dans une gare qui avait choisi de ramasser ses papiers, et il comprit la leçon finale.
Dans un monde où tout le monde veut être vu, la vraie grandeur consiste à voir les autres. Dans un monde où tout le monde crie pour exister, la vraie force consiste à donner de l'existence à ceux qui n'ont plus de voix. Dans un monde d'invisibles, la révolution commence par un simple regard. Un regard qui dit « Je te vois, tu existes, tu comptes ». Matthieu éteignit les lumières et sortit dans la nuit parisienne. Il marchait lentement, sans se presser, observant chaque visage qu'il croisait, même ceux endormis sous les porches, même ceux cachés dans l'ombre. Il ne courait plus. Il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Il avait trouvé l'humanité. Et elle était partout, attendant juste qu'on la voie. Des années plus tard, on racontait dans le quartier l'histoire d'un homme qui avait tout abandonné pour ouvrir un café où les invisibles devenaient visibles. Certains disaient que c'était une légende. D'autres juraient l'avoir vu, ce Matthieu qui connaissait le nom de chaque sans-abri, qui serrait la main de chaque éboueur, qui souriait à chaque personne que le monde avait oubliée. Mais la vraie légende n'était pas lui. C'était cette vieille femme au manteau moutarde qu'on apercevait parfois dans les gares, qui aidait ceux qui tombaient, qui posait des questions qui changeaient des vies. Certains disaient qu'elle était partout à la fois. D'autres murmuraient qu'elle était morte depuis longtemps et que c'était son esprit qui continuait de veiller. Mais ceux qui avaient vraiment compris savaient la vérité. Marguerite n'était pas une femme. Elle était une idée. L'idée qu'en ce monde, il suffit parfois d'un regard pour sauver une vie et que les vrais invisibles ne sont pas ceux qu'on ne voit pas. Ce sont ceux qui ont oublié comment voir. Pour tous ceux qui sont invisibles. Pour tous ceux qui choisissent de voir, cette histoire est pour vous.